Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Nous sommes une population de 2,2 millions d'habitants, soit 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Adeline Louison, alias Nanouchka, créatrice du podcast et blog du même nom, Noir et Femmes. Bonjour Adeline, comment tu vas ? Salut Nicolas, ça va super et toi ? Ouais, ça va très bien. Ça me fait très plaisir de t'avoir à mon micro. Donc là, je pense que, alors ceux qui verront la vidéo, ils comprendront, mais ceux qui ne l'ont pas, là on est à distance du coup, puisque moi je suis à Paris et Adeline est au Canada. Oui. À Montréal plus précisément, c'est ça ? Yes. Ok, très bien. Donc là, en fait, du coup, avec toi, tu vas être mon invité cobaye. Mais ça va être gentil, t'inquiète. En gros, j'ai fait une petite modification pour mon intro. Ok. Je vais te poser 3 petites questions, très banales pour qu'on en sache un peu plus sur toi. Alors, du coup, donc savoir, est-ce que tu es plutôt zouk ou dancehall ? Ah plutôt zouk. Mais j'adore le dancehall quand même, mais plutôt D'accord. zouk. Plutôt zouk, ok. Rétro, love, comment ? Rétro, oh bah ouais. Rétro, ok, d'accord, très bien. Ok. Est-ce que tu es plutôt plage ou rivière ? Plage. Plage, ok. On veut bronzer. Ça, oui, mais c'est surtout que la rivière est froide. Par contre, j'aime les randos pour aller à la rivière. Oui. Mais je suis plutôt plage parce que je sais que je vais pouvoir me baigner sans problème. D'accord. C'est quoi ta plage préférée ? Je dirais ma plage coup de cœur quand j'ai été en Martinique il y a quelques mois. Je pense que ça a été celle, oh mon Dieu, j'ai oublié le nom, mais celle qui est au niveau de Rivière-Pilote. C'est Rivière-Pilote en fait. Anse Figuier, je crois, ou Anse Moustique. Anse Figuier, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai eu un gros coup de cœur pour Anse Figuier. Ok, très bien. Ok, super. Et la dernière, est-ce que tu es plutôt pain au beurre chocolat ou sorbet coco ? Pain au beurre chocolat. Ok, d'accord. Ça bouge pas assez. Je pense que c'est l'indétrônable. Hein. Vraiment... Ouais, non, tu peux pas te rater avec un pain au beurre chocolat. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il bat tout le monde là. Ouais. Ok, très bien. Alors, du coup, là, on va rentrer dans l'interview. Je vais te demander de te présenter, donner ton âge, un résumé bref de ton parcours pro et du coup, savoir où tu vis. Du coup. Oui. Alors du coup, donc au niveau de mon âge, je suis une trentenaire maintenant. D'accord. Okay, donc j'ai 31 ans. Je suis née et j'ai grandi donc en région parisienne. J'ai étudié en tourisme, donc j'ai un BTS en vente et production touristique. Okay. Et j'ai travaillé 12 ans donc dans ce milieu-là. J'ai fait un peu de tout. J'ai bossé en agence de voyage, en tour opérateur. J'ai bossé aussi en hôtellerie pour des hôtels. Puis là récemment j'ai comme fait un tournant dans ma carrière parce que du coup je ne suis plus en tourisme. J'ai obtenu en fait un diplôme en création d'entreprise et développement durable et maintenant en fait je travaille pour ici on appelle ça un organisme à but non lucratif, mais c'est l'équivalent d'une association sur le territoire français. Et donc en fait je suis coordinatrice en entrepreneuriat social, donc je m'occupe d'un programme d'entrepreneuriat pour les retraités. Ok, super. Donc voilà. Et ça te plaît du coup ? Ouais, franchement, c'est super cool. Et ça allie vraiment les 2 programmes dans lesquels j'ai étudié, à savoir l'entrepreneuriat et le développement durable. Donc il y a le côté social du développement durable. Donc c'est exactement le type de poste que je recherchais. Donc c'est parfait. Ok, d'accord, super, très bien. Ouais, t'as trouvé une voie où t'es assez aligné avec tes valeurs et ce que tu souhaites développer. Tout à fait. Ouais, vraiment. Super. Du coup, alors tu m'as dit que tu as grandi en région parisienne. Tu as vécu pendant combien de temps ? 24 ans. 24 ans, ok. Ouais, d'accord. 24 ans. Donc, 24 ans en région parisienne, sud de Paris, très exactement. Et, mais par contre, j'ai toujours eu un lien assez fort avec la Martinique parce que ma mère, mon frère et moi, j'ai un grand frère, ma mère, elle nous y envoyait, à partir du moment où ça avait marché, on partait en Martinique. Genre, elle nous envoyait, même pas, elle partait forcément avec nous, mais genre, elle nous envoyait direct à la famille. Donc, depuis très, très jeune, j'ai un lien fort avec la Martinique. Elle ressemblait à quoi ta vie en région parisienne ? Comment tu la qualifierais ?
Ah, écoute, vie de banlieusarde, hein, Ouais, vie de... d'accord. Moi, j'ai grandi en HLM, donc vie de banlieusarde, mais très multiculturelle quand même. Donc moi, j'ai quand même grandi avec pas mal d'amis originaires d'Afrique de l'Ouest, mais aussi d'Afrique du Nord. Donc j'ai baigné aussi dans... Tu sais, j'ai vu plusieurs facettes des origines, mais aussi des religions. Donc vraiment, j'ai baigné dans le multiculturalisme. Et après, bah, sinon, écoute, ouais, la vie de banlieue, donc tu as quand même ce sentiment de t'es à part parce que tu habites en banlieue, parce que tu es en HLM, donc tu sens quand même qu'il y a une fracture. Et puis, ben, après, c'est aussi tout, ben, vraiment tout se rendre compte de de toutes ces différences entre guillemets, parce que c'est-à-dire que oui, le multiculturalisme, d'un côté, c'est super bien parce que c'est beau, c'est la mixité, etc. Mais d'un autre côté, tu sens aussi les différences. Puis c'est ça quand quand t'es antillaise, quand t'es martiniquaise, t'as ce truc de t'es noire, mais t'es pas étrangère. Donc c'est assez bizarre parce que c'est en mode bah ouais, mais vous les Antillais, vous êtes français, donc c'est un peu bizarre, tu sais, quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde a son pays, 1, 2, 3, vive à l'Algérie, ou tu vois, le Ouais. Sénégal, le Cameroun, etc. Quand il y a la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, et quand il y a la CAN, tu vois tous tes amis qui supportent leur pays, mais toi, t'es là, bah, j'ai pas de pays à supporter. Donc, c'est un petit Ok, peu, ouais, tu vois ce que je veux dire? t'es un peu partagé, quoi. Tu sais pas. Ouais, c'est Ok. ça, c'est un peu en mode, je fais, tu sais, j'appartiens aux communautés culturelles, ethniques, etc. Mais en même temps, je suis française, donc tu vois, Ouais, c'est c'est ça. compliqué. Ok, Ouais, ok, je c'est comprends. ça. Mm. D'accord, très bien. Et du coup, bah, comment on se construit quand on est une petite fille et une jeune femme afro-caribéenne quand on grandit en Île-de-France? Par rapport à son identité. Par rapport à son identité, c'est complexe. Je te dirais que c'est très complexe parce que moi, clairement, dans ma jeunesse, j'avais pas du tout, pas vraiment cette notion d'identité afro-caribéenne, dans le sens où, oui, j'ai grandi parmi des personnes issues de la diversité, mais aussi parmi beaucoup de blancs. Du coup, moi, je viens d'une petite ville vraiment, et il y avait, on restait quand même minoritaire. De toute façon, en France, on reste minoritaire. Bon, on n'a pas de chiffres officiels, mais voilà. Mais on reste que voilà dans les classes dans lesquelles j'étais, on était maximum 3 noirs par exemple. Et moi je sais qu'au collège, j'avais vraiment ce truc à vouloir me faire intégrer par les bandes de filles blanches, genre, parce que bah, c'était les filles populaires, c'était les filles qu'on admirait, c'était ah elles sont belles, puis en plus c'était des petites bourgeoises, donc elles avaient de l'argent, donc tu sais c'est comme si elles te vendent une vie que toi tu n'as pas, tu vois. Elles viennent de leur petit quartier avec des pavillons, enfin voilà, tu vois, et toi c'est pas du tout ta vie. Et puis c'est des filles, tu sais, les garçons quand ils disent quand ils prennent un exemple de qu'est-ce que c'est qu'être belle, bah, ils te pointent ces filles-là. Donc, toi, tu vois que tu fais pas partie de ça. Donc, moi, je sais que, ouais, le collège, c'était une période où, limite, j'assumais pas mon identité en tant que noire. Tu sais, je savais que j'étais noire, j'avais pas rejeté ça, mais j'assumais pas, et au fond de moi, je me posais la question de si j'étais blanche, qu'est-ce que ma vie aurait donné, tu vois. Mais au lycée, par contre, ça a évolué parce que là, pour le coup, au lycée, j'étais dans un environnement majoritairement diversifié en fait. Donc oui, il y avait encore des blancs, mais on était beaucoup plus de noirs et de maghrébins par exemple. Et donc ça faisait que ça, bizarrement, ça a renforcé un petit peu mon côté ah bah je suis noire et je suis fière. Tu sais, c'était l'époque où j'avais des pulls Madina 972. Ah oui, d'accord. Ah, t'as C'est les porté pulls. ça, toi. Ouais, Ok. je... Ok.
à longtemps, mais je l'ai porté quand même. Okay, bon, Et mais bref, et donc du coup, bah là, c'est comme s'il y a eu un regain de mon identité, de ok, je suis fière d'être martiniquaise, etc. Donc là, ça a été, mais c'était aussi une période où il commençait un peu à y avoir du colorisme. En tout cas, enfin moi, je commençais à un peu en voir parce que c'était l'époque des métis aux yeux verts qui étaient superbes, Ouais, qui était mise en enfin qui, avant qui et étaient ouais. qui étaient vraiment mises en avant et qui étaient ouais survalorisées limite quoi. Donc c'était les métis aux yeux verts et aux cheveux bouclés, c'est elles les plus belles. Donc voilà, il y a eu ce côté-là, mais déjà ça allait mieux au niveau de mon identité quoi, par rapport au collège. Bah, surtout que c'est pas facile parce que l'adolescence, c'est une période où on se construit. Exact. On veut faire partie du groupe, en Mhm. général. Et donc, effectivement, si tu rajoutes en plus cette question identitaire et tout, puis une période aussi, voilà, enfin, où les garçons et les filles veulent se plaire, machin, donc, etc. Donc, si tu vois que en face, on te rejette, on te considère pas, enfin, que ce soit amicalement ou voilà, les premiers amours, etc. C'est vrai que ça peut être compliqué. Ouais. Ça peut être difficile, je pense. Mhm. Ok. Et du coup, alors, c'était quoi ton rapport du coup à la culture martiniquaise quand tu étais en Île-de-France? Ben, de toute façon, le rapport, il était clairement à la maison. Euh, je te dirais que ma mère nous parlait pas 100% créole, mais même si elle nous parlait pas à nous, elle parlait à ses frères et sœurs en créole tout le temps. Évidemment, la musique aussi. Moi, j'ai une très grosse connexion avec la musique en général, mais encore plus la musique de chez nous. Donc moi, j'ai toujours eu ce rapport avec la musique qui était très très fort, très développé. Et puis, bah comme je te dis, de toute façon, je partais en Martinique. Oui, régulièrement, ouais. Ouais, à l'adolescence un petit peu moins parce que ben ma mère n'avait pas les congés bonifiés, donc du coup, enfin tu sais quand on grandit en plus, les billets sont plus Oh, chers. plus cher, oui, bien sûr. Ouais. Donc à l'adolescence, j'y étais un peu moins, mais il n'empêche que quand j'y allais, enfin c'était toujours ce ressourcement qui faisait du bien et de ma vie, j'ai jamais passé de mauvaises vacances en Martinique. Genre jamais. C'était toujours, je me sentais toujours bien. Et puis en plus, honnêtement, jusqu'à l'âge de 16 ans, à chaque fois que j'allais en Martinique, j'y restais vraiment les 2 mois en fait. Donc Ah il y a ouais, aussi ce côté. ouais, Ouais, ouais. ok, Je partais vraiment genre de la trop cool. mi-juin à la mi-août. Ok. Donc il y avait aussi ce côté où tu sais pendant ces 2 mois-là, je vivais là-bas quoi. Oui, Même si on s'entend que c'est les vacances, c'est pas la oui, vraie vie, tu vois. Mais j'avais ce truc où j'étais quand même bien ancrée oui. Tu étais dans le quotidien de Martiniquais. vraiment. Oui, Ouais. ok, Mhm. très bien. Du coup, est-ce que ta maman aussi, elle a grandi en Hexagone ou pas? Non. Non, ma maman, mes parents sont nés et ont grandi en Martinique et c'est vraiment des personnes de la génération du Bumidum. Donc je crois de ce que ma mère m'avait dit, mais je crois qu'elle est arrivée à l'âge de 21 ans dans l'Hexagone. Et mon père, je crois que lui, c'était peut-être un peu, enfin, je pense peut-être vers l'âge de 18, 20 ans, mais quelque chose comme ça. Mais les deux ont grandi en Martinique. D'accord, ok. Ouais, donc ils font partie de ceux qui ont pas pu ou voulu, je sais pas, en tout cas, enfin rentrer. Et du coup, ils ont fait leur vie en Hexagone et du coup, ils se sont installés directement, du coup, en Île-de-France. Ouais, exactement. Ok. Et ils se sont rencontrés d'ailleurs en région parisienne. Ah, j'apprécie. D'accord. Ok, super. Ok. Du coup, alors tu m'as dit que tu allais en vacances du coup en Martinique. Comment ça se passait du coup ces vacances? T'allais chez la famille, J'allais comment chez la ouais. famille et en fait moi j'ai une grande famille. Donc ma mère avait 10 frères et sœurs. Donc ouais, donc du coup des cousins et cousines, j'en ai plein. Et vraiment en fait les grandes vacances c'était on rentre et on est avec tous les cousins et cousines, les oncles et tantes. Moi je dormais chez mes grands-parents, donc c'était la maison familiale où mes oncles et tantes et ma mère enfin on grandit en fait. Donc c'est quand même une grande maison et du coup, c'était la maison dans laquelle tous les cousins, cousines dormaient. Et c'était vraiment ce truc de, tu sais, on était comme une fratrie en fait. Et c'était, tu sais, oui, il y avait des âges différents, mais
t'arrivais toujours à trouver quelqu'un qui a à peu près le même âge que toi. Donc, c'était vraiment comme un espèce de grand groupe. Et t'avais ceux qui faisaient plus de bêtises que d'autres et ceux qui étaient plus Tu sages. faisais partie des sages ou des pas Je sages? faisais partie des sages, moi. D'accord, ok. Moi, j'étais, moi, Ok. j'étais celle, on disait, faites comme Adeline, Ouais, ok. C'est tu vois? l'exemple. Elle Ouais, aura ses c'est ça. cadeaux à Noël et vous, pas. Exactement. D'accord, ok. C'était un peu ça. Très bien. Mais du coup, ouais, c'était ça. On a vraiment développé des liens forts entre nous, entre cousins et cousines, parce qu'on a grandi comme ça tous les étés. Quand on se voyait, on fêtait les anniversaires, on allait au Cheval-Bois, on allait aux autochocs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était vraiment ça les vacances en fait. D'accord. Est-ce que, parce que des fois ça peut arriver, est-ce que certains membres de la famille, ou même enfin, quand tu étais en Martinique, on te faisait sentir que tu n'étais pas de là-bas, etc., que tu venais de France, comme on dit, ou pas? Est-ce que tu as eu Je, des je te situations ou dirais remarques comme ça? c'était pas vraiment les gens de ma famille, même s'il y avait. En fait, je te dirais que moi, bizarrement, mes cousins et cousines, ils avaient un petit peu cette envie que nous, on venait de France, en fait. Parce que eux, ils étaient en mode, ah, j'aurais voulu être en France. C'est comme s'il y avait déjà un peu cette idée que la France, c'est mieux que la Martinique, Ok, d'accord. Ah oui, qu'à l'Hexagone. Ouais, donc d'accord. il y avait pas trop ce truc de, ah, tu viens de là-bas. C'était plus, ah, j'ai hâte de venir en France, moi ici. Par contre, c'était, je te dirais, peut-être les gens extérieurs qui te faisaient comprendre que t'étais pas d'ici parce que, bah, de toute façon, voilà, mon accent Oui, français, ça, oui, ça s'entend. parisien. Ouais, ça s'entend, ça se Et voit. puis, moi, je t'avoue que j'avais ce truc où je commence à travailler dessus, mais j'étais pas super à l'aise pendant très longtemps. J'étais pas à l'aise de parler créole parce que j'avais vraiment cette barrière de il me manque du vocabulaire, j'ai pas le bon accent, puis on va savoir que je suis pas d'ici si je parle créole. Donc ouais, moi c'était plus ça et c'était plus des gens de l'extérieur qui me faisaient la remarque de ah toi t'es pas d'ici, mais pas vraiment dans ma famille. D'accord, ok. Et comment tu le vivais, ces remarques? Tu t'en fichais ou ça t'impactait ou pas? Euh, Mais je pense que sur le coup, je m'en fichais un peu. Enfin, en tout cas, je disais, je faisais semblant et à la limite, en fait, peut-être que je disais, ouais, moi, je suis pas d'ici. Ouais, moi, je viens de France, tu vois. Mais je pense que à la longue, je l'ai réalisé il y a pas longtemps, en fait, il y a quelques années, quand j'ai vraiment fait tout un travail là. Mais euh, c'est là que j'ai réalisé que quand même, ça avait un impact parce que il y a ce truc de, tu sais pas trop où te situer. Parce que tu vas en Martinique, on te dit: «Ouais, mais toi, t'es française», mais t'es en France et t'es noire avant tout, tu vois? Donc il y a ce truc-là qui fait que ça génère un espèce de complexe identitaire parce que tu sais pas où te situer. C'est comme si peu importe, où tu pas vraiment T'étais chez pas à toi ta parce place, ouais. que ouais, Ouais, t'es pas à ta ouais. place donc mais ça, je l'ai réalisé, bien après, en fait. Ok. Mmh. Et comment tu as travaillé dessus et maintenant où est-ce que tu en es par rapport à ton identité générale? Mais en fait, bizarrement, moi, ça a été, le fait de partir au Canada. Ça a juste ouvert mes yeux, mais à un autre niveau, en fait. Parce que pour moi, personnellement, par rapport à mon cheminement de vie, hem, grandir, dans l'Hexagone, c'est comme si ma mentalité, était quand même assez étroite dans le sens où, par exemple, moi, oui, j'ai toujours eu un lien avec la Martinique, mais jamais je me disais, «J'irai vivre là-bas». Pour moi, c'était, la Martinique, c'est juste pour les vacances, jamais j'irai m'installer là-bas, il y a trop de problèmes, il y a ceci, il y a cela, puis c'est pas assez développé, il y a pas assez de magasins, il y a pas enfin, tu vois, tu sais? Et ça, je trouve que c'est une mentalité, bah, très hexagonale et surtout, parisienne en plus, tu vois? Donc moi j'ai grandi là-dedans et du coup, je remettais absolument rien en question par rapport même au fonctionnement, des territoires, à comment est-ce que la France les traite, même l'histoire. Enfin, je me posais pas du tout toutes ces questions-là et quand je suis arrivée au Canada, ben,
déjà, au Canada, j'ai réalisé que j'avais perdu entre guillemets ce privilège, dans le sens où quand t'es antillais et que tu vis en France, t'es français de toute façon, donc t'as pas à gérer les histoires de papiers, etc., d'immigration, puisque de toute façon t'es français de base. Mais quand t'arrives dans un pays étranger, tu restes t'es un immigré. Donc là, en fait, c'est vraiment t'es noir et en plus t'es immigré. Donc déjà là tu réalises ça et là déjà moi personnellement ça m'a fait redescendre tout de suite sur terre que ok là je suis une immigrée, une vraie immigrée genre. Et après en fait ça a été justement comment est-ce que je me présentais, parce que quand je rencontrais des gens, ils me demandaient ok mais tu viens d'où? Bah là je dis je viens de France, je viens de Paris. Et là, ils me disent, ouais, mais genre, c'est quoi tes origines? Parce que, t'es noire, quoi, tu vois. Et donc là, je dis, je suis martiniquaise. Et donc après, il y a des gens, tu vois, pour qui la Martinique, déjà, ils arrivaient pas forcément à se situer. Donc après, je leur explique, ok, la Martinique, c'est dans les Caraïbes, etc. Puis là, tu sais, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit, ah ok, mais c'est une colonie française, en fait. Et tu vois, tu sais, non, mais sur le coup, Oui. tu sais, it hurts, tu sais, ça fait mal, c'est comme, Ouais. non, c'est pas une On a colonie. dépassé ça, c'est fini maintenant. Tu vois, mais après, sur le coup, je me dis, dans mais, l'imaginaire, ouais. après, en fait, quand j'ai réalisé, je me dis, mais, la réalité, c'est que, ouais, ça reste que c'est une colonie française. Même si on s'entend qu'en termes de statut, ça a évolué. Bien sûr, ouais. Mais, à la base, c'est une colonie française. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, sur le coup, oui, évidemment que ça vexe, ça blesse. Tu dis, non, on n'est pas décolonisé. Mais après, quand toi, tu prends le temps d'analyser la situation, tu te dis, ouais, mais est-ce que vraiment on n'est plus décolonisé? Est-ce que tu es maître chez toi? Est-ce que tu as vraiment le choix de ta politique? C'est pas exactement. Le cas, ouais, non, mais bien sûr. Et donc après, en fait, moi, j'ai vraiment commencé à faire un cheminement personnel, à vraiment partir dans un processus de ok, qui je suis et enfin quelle est ma place, où est-ce que je me situe, parce que là en plus maintenant que ça fait 7 ans que je suis installée ici, tu sais, c'est que là maintenant aussi j'ai la culture montréalaise, québécoise aussi, donc il y a aussi tout ça qui rentre en jeu, où t'as plusieurs vraiment influences et enfin t'as plusieurs identités finalement, tu vois. Donc après ça a été vraiment de comprendre tout ça par rapport à moi et par rapport à mes expériences de vie, mais c'est aussi parce que mon regard sur plein de choses a complètement changé. Par exemple, je sais qu'en France, la communauté haïtienne, elle a pas du tout une bonne réputation. Ouais. Une bonne réputation, tu vois. C'est même en toujours, Martinique en soi. Oui, aux Antilles. Ils sont très mal vus aussi. Ouais. Exactement. Et moi, je suis arrivée ici et faut savoir que les chiffres sont pas exacts, mais sincèrement, genre 8 Noirs sur 10 à Montréal sont d'origine haïtienne, tu vois. D'accord. Vraiment. Donc du coup, moi, j'ai commencé vraiment à rencontrer beaucoup d'Haïtiens et là, en fait, j'ai commencé à en savoir plus sur l'histoire d'Haïti. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, nous, on savait absolument rien de leur histoire, qu'on est vraiment dans notre bulle, qu'on est là à dire que Haïti, c'est un pays maudit, etc., que voilà. Mais il y a toute une histoire, en fait, en arrière de tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre tout ça et que j'ai commencé, moi, à faire mes propres recherches, que ce soit sur Haïti, mais que ce soit aussi sur les Antilles, sur l'histoire, etc., j'ai compris vraiment beaucoup de choses et je me suis dit que cette mentalité que j'avais, elle pouvait pas perdurer, parce que déjà, c'était une mentalité hyper étroite et que je pouvais pas continuer à limite me proclamer plus française que les Français eux-mêmes, alors que j'ai une histoire et j'ai une ascendance, quoi. Je suis afro-descendante, en fait. Donc et ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis, et je dois vraiment me plonger là-dedans pour vraiment trouver et connecter à qui je suis réellement, en fait. Et donc là, moi, au jour d'aujourd'hui, la façon dont je me présente, c'est je suis afro-caribéenne, d'origine martiniquaise, qui est née, qui a grandi en France et qui est immigrée au Canada. Voilà. Ok, très bien. Là, on a tout, là. Là, on a tout. Ok, très bien. Et pourquoi tu as fait le choix de t'installer au Canada? J'ai fait le choix d'aller m'installer au Canada parce que moi, je
je pense que j'étais quand même déjà dans un processus de changement dans ma vie, mais la mentalité française, j'en pouvais plus. Et quand je dis la mentalité française, c'est-à-dire cette mentalité qui se plaint de sa vie, des choses, de sa situation, mais qui ne fait absolument rien pour changer sa situation. Et moi, j'étais vraiment fatiguée de ça. Et de toute façon, en fait, moi, j'avais envie de quitter la France dès mes études, en fait. À partir du moment où j'ai commencé les études universitaires, mais j'ai pas eu l'occasion, donc ça s'est fait plus tard. Mais en fait, ma motivation, ça a été mon frère parce que moi, je voulais partir au Canada, mais mon frère l'a fait avant moi. Il a eu son PVT avant moi. D'accord. Et j'étais comme, non, tu vas pas vivre mon rêve à ma place. Je vais venir aussi. Et du coup, je me suis donné les moyens pour moi aussi avoir mon PVT et partir et le rejoindre. Ouais. Ok. Mais du coup, qui a inspiré qui dans l'envie d'aller au Canada? Enfin, parce que ça, ou les Ben, deux, en fait, vous l'avez eu tous les deux depuis petit ou comment? Non, mais écoute, je pense qu'on s'était même pas parlé de ça. Moi, je savais même pas qu'il voulait partir. Et quand il m'a dit, bah écoute, j'ai eu mon PVT, moi j'étais là, mais attends, mais moi je veux partir au Canada depuis 3-4 ans, quoi. Et il me dit, ah bah moi j'y vais. Je dis, bah ouais, bah tu vas pas rester tout seul parce que je vais te dire que moi aussi je vais venir. Okay. Et pour moi, en fait, c'était pas un rêve de je sais qu'il y a des gens moi c'était mon rêve depuis toute jeune et tout. Moi c'était pas mon rêve. Moi mon rêve c'était les États-Unis, là, je vais pas te mentir. C'était les États-Unis. Par contre, quand j'ai commencé à me pencher sur les politiques d'immigration pour aller aux États-Unis, j'ai vu que ça me donnait vraiment mal à la tête. Et je me suis dit que non, je vais pas aller me trouver un mari là-bas pour pouvoir avoir ma green card. On va faire les choses plus simplement. Oui, je pense qu'il y a d'autres moyens quand même. Oui, exactement. Après, on sait jamais, le destin peut se présenter aussi. Tu dis, ah bah tiens, ça tombe bien, j'aime beaucoup ton pays. Ça. Mais bon, ouais, c'est ça. C'est un paramètre que tu peux pas trop contrôler, donc bon. Oui, voilà. Donc, je me suis dit non, on va éviter. Et je me suis dit, écoute, le Canada, ça m'a l'air d'être un bon compromis parce que c'est proche des États-Unis. C'est une culture plus ou moins similaire et c'est beaucoup plus safe aussi que les États-Unis. Donc je me suis dit bah tu sais quoi, on va tenter le Canada. Comment s'est passé ton arrivée là-bas du coup? Mon arrivée c'est super bien passé, franchement. Au début, voilà, mon frère était encore là. Après, lui, il est rentré en France au bout d'un an. Mais au début, au moins, il était là. Puis moi, c'était un renouveau pour moi parce que je venais de vivre des choses assez difficiles dans ma vie. En fait, pour moi, c'était OK, le Canada, c'est je recommence ma vie à zéro, je repars sur de bonnes bases, des bases saines. Et donc, pour moi, c'était vraiment un nouveau départ et ouais, vraiment aller trouver ce que je cherche depuis longtemps et vraiment pas comme effacer ma vie d'avant, mais en tout cas comme ouvrir un nouveau chapitre. Genre là, j'avais fermé mon chapitre des 24 années en France, bah là j'en ouvrais un nouveau et ça, honnêtement ça s'est vraiment bien passé. Mais après, le Canada, contrairement à ce qu'on nous vend, ce n'est pas un Eldorado. C'est pas Eldorado, ouais. D'accord, vas-y. Dis-nous. J'allais te poser la question justement, c'est quoi les points négatifs de la vie au Canada? Donc, les points négatifs, déjà cette histoire de oui, c'est un Eldorado, c'est génial et tout. Moi, je me souviens, j'avais lu quelqu'un qui avait dit ouais, c'est un Eldorado quand t'es blanc et européen. Et et même là, honnêtement, pour eux, tu sais, de se retrouver en tant qu'immigré, c'est pas si beau que ça. Mais pourtant, il y a, en tout cas pardon, je t'ai coupé, mais depuis la France, on a cette image comme quoi Montréal en tout cas, ils attendent, ils sont très ouverts aux francophones parce qu'ils veulent défendre leur langue et qu'ils sont contents que les Français viennent. Enfin, je sais pas si c'est vrai, une réalité ou pas. Alors, ça c'est sur papier, c'est que c'est très paradoxal parce que surtout là, on vient d'avoir des élections et la CAQ, donc le parti, bref, au pouvoir est repassé et c'est un parti qui est anti-immigration, donc qui ils sont là depuis 2018 et là donc ils ont été réélus, les élections tous les 4 ans et donc eux en fait leur but c'est de continuer à baisser les seuils d'immigration.
Alors que là, en fait, on est en pénurie de main-d'œuvre, mais à un C'est ce que niveau j'allais dire, ouais. incroyable. Oui, c'est ça. Donc ça ne fait aucun sens, mais Surtout dans bref. l'industrie, je crois, il y a pas mal de secteurs qui sont en Mais demande. honnêtement, c'est toutes les industries qui sont Toutes les industries, touchées. ok. Genre, il y a une D'accord. pénurie de main-d'œuvre qui est, enfin, c'est fou, mais ils veulent continuer à baisser les seuils d'immigration. Donc, bref. Mais sinon, bah, je te dirais les points négatifs. Déjà, moi, j'ai découvert qu'il y avait du racisme au Canada, hein. Euh, non. Dis-nous en plus. Mais déjà, moi, la première chose qui m'a frappée, c'est la situation des peuples autochtones au Canada. Parce que en fait, quand t'es pas au Canada, t'as pas du tout idée qu'il reste déjà des peuples autochtones. Moi, personnellement, je croyais que les autochtones, c'était juste les Inuits dans le nord du Canada et je sais pas, ils étaient peut-être 100, 200 000 et voilà. Non, non, les peuples autochtones au Canada, c'est 5% de la population, c'est quelque chose comme 1,7 million de personnes et en fait, moi, ce qui m'a frappé dès le début, c'est que j'en voyais beaucoup dans la rue. J'en voyais beaucoup dans la rue avec, tu sais, de la drogue, etc. Donc déjà ça m'a beaucoup choquée. Et après en fait, j'ai découvert plein d'autres choses, des femmes qui avaient disparu, mais on faisait pas d'enquête. Et j'ai découvert qu'il y avait un réel racisme systémique envers les peuples autochtones. Et du coup, ça déjà, ça a été une grosse douche froide parce que il y a aussi les affaires des pensionnats, donc les enfants autochtones entre les années, je pense, c'était 60-70 jusqu'à genre 95, ils étaient envoyés dans des pensionnats pour qu'on enlève, donc entre guillemets, qu'on enlève l'Indien en eux. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est très ouais D'accord. et en fait bah là depuis 3-4 ans on a commencé à faire des fouilles en dessous des terrains d'en dessous des anciens pensionnats et on a découvert plein de corps. Ouais. Ok, super. Ouais. D'accord. Donc C'est ça un beau dossier, c'est la page très sombre du Bah Canada. oui, ouais, c'est sûr. Et du coup, donc déjà moi ça a été une grosse douche froide parce que je pensais pas que c'était à ce niveau-là, mais oui. Et puis ouais après moi personnellement j'ai vécu de la discrimination à l'embauche et ça m'a été ça a été assez dur et ouais ça a été bah j'ai réalisé que ok en fait partout où je suis considérée comme une minorité je suis pas à l'abri d'être discriminée De quoi le donc vivre, ouais. Tu exactement l'avais vécu ça aussi en France ou pas? mais pas comme ça enfin en tout cas le problème c'est que je sais pas si je l'ai vécu en France parce que j'ai travaillé 5 ans en France et j'ai jamais eu de problème à trouver un travail en fait. Donc du coup, je ne sais pas si j'ai vraiment vécu de la discrimination à l'embauche. C'est possible, mais à mon insu en tout cas. Mais ici, je l'ai vraiment vécu comme, tu sais, ouais, c'était assez direct que c'était ça. Et du coup, ça aussi, c'était bah, Comment tu l'as vécu? autre douche froide. Ben, honnêtement, en fait, au début, j'y croyais pas. Donc, si tu veux que je te raconte un peu l'histoire, c'est que donc quand je suis arrivée ici, j'ai postulé à un emploi. Et honnêtement, le type d'emploi, c'est un emploi que j'avais fait en France en fait. C'était pour être chargée de clientèle, mais en fait, les clients c'est des hôtels. Et en fait, le poste en lui-même, c'était ben, d'être une référence pour les hôteliers par rapport à un logiciel en fait. Voilà, un logiciel de gestion de leurs hôtels quoi. Bref, et c'est un logiciel avec lequel moi j'ai travaillé 2 ans en France et tout, donc je le connaissais et tout. J'avais même une référence de mon ancienne boss à Paris et j'ai eu l'entretien. Pour moi, ça s'est super bien passé. J'ai pas eu le poste. Donc là, on me dit oui. Apparemment, je manque d'expérience à la clientèle. Je dis ok. Bref, moi, je fais ma vie, je trouve un autre taf, tout va bien et tout. Et je pars vivre à Toronto, puis je reviens à Montréal et le même poste s'ouvre. Donc là, on est genre 1 an et demi après en fait. Le même poste s'ouvre, j'envoie mon CV et je l'envoie à 13h. À 15h, on me rappelle, waouh, super CV, j'adore votre profil, est-ce qu'on peut se voir et tout, machin. Et là, en fait, elle me dit, est-ce que vous connaissez l'adresse de nos bureaux? Et je dis, ah bah oui, j'étais venue il y a 1 an et demi et tout, donc oui, je sais où vous êtes. Et là, elle me dit, ah oui?
ah oui, vous étiez déjà venus? Et je dis oui. Et là, elle me dit ah oui, je me souviens de vous. Et son ton de voix a littéralement changé. Et je dis ok. Et D'accord. là, elle me dit, je dis ok. Donc quand est-ce que vous êtes disponible pour l'entrevue en fait? Et là, elle me dit bah je vais vous recontacter. Et donc là, 2 jours passent, je n'ai pas de Ouais. contact Ça, et c'était je au lui téléphone ou envoie, c'était en face c'était à au face? téléphone. Téléphone, OK, d'accord. C'était au téléphone et donc je lui envoie un email parce que de toute façon j'avais ses infos et je lui envoie un email. Je dis bah écoutez, moi je suis dispo tel jour. Est-ce que vous êtes disponible et tout? Dites-moi quand est-ce que vous êtes disponible pour qu'on fasse l'entretien. Et là elle me répond bah écoutez il y aura pas d'entretien. Ah Ouais, oui. Ah ouais, ah ouais, c'est direct, hein. Il y a pas c'est de direct. Elle m'a dit il y aura OK, pas d'entretien. Et moi, en fait, OK. sur le coup, pour moi, c'était pas encore ça, hein. Pour moi, tu sais, Ouais, genre, je suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce ouais. que Est-ce j'ai qu'il y a un fait truc le que jour tu as de mal dit l'entretien? peut-être Est-ce ou que que j'ai un tu truc oui, que j'ai oui, mal dit? oui, bah, oui. Tu sais, et là, enfin, tu sais, je me remets vraiment en question, je doute de moi et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que j'avais fait? Je comprends pas. Et là, en fait, j'ai une discussion avec mon copain, il me dit, mais, bah, oublie pas que t'es noir, hein. Et je fais, ah. C'est Et vrai, je dis, waouh! effectivement. Des fois, Et on a là, je tendance à me l'oublier, dis, ouais. ouais, tu sais, on a tendance à l'oublier, en fait. Et je me dis, ah ouais, c'est vrai, en fait, je suis noire. Parce que, tu sais, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Genre, tu vois mon CV, parce que ici, les CV sont sans photo au Canada. Et donc, du coup, je me dis, mais attends, quand tu vois mon CV, que tu ne vois pas ma photo, mon profil est parfait, il est génial, tu veux me voir. Mais quand tu te souviens de à quoi je ressemble, bah là, tu veux plus me voir. D'accord. Ah oui, parce que du coup, oui, c'est comme à l'américaine, en fait, à l'anglo-saxonne, parce que les CV, il y a pas besoin de mettre des photos, du coup, au Non. Canada. Bah, C'est ici, en comme, fait, limite, c'est c'est pas recommandé c'est pas ici, recommandé. limite, de mettre sa D'accord, OK. photo. Ouais, OK, OK, très bien. ouais. Ah oui, donc effectivement, ils voient le candidat à l'entretien, quoi. Ah oui, donc ah ouais, donc oui, donc ils peuvent te faire le scénario tu ouvres la porte et ils sont en mode: «On s'attendait pas à ce que à ce qu'elle soit noire, quoi». Vraiment. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est compliqué. OK. Mhm. D'accord, très bien. Du coup, alors, est-ce qu'il y a des points positifs? Enfin, quels sont les points positifs, du coup, de la vie au Canada? Parce que je pense que il y Les a points oui, il y en a quand même, hein. Ça fait 7 ans que je suis là, donc je pensais que euh, tu es sadomaso sinon, enfin, il y a ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, les points positifs, je te dirais, franchement, c'est en termes d'opportunités. Les opportunités ici, elles sont vraiment folles. Et je sais que les projets que j'ai lancés ici, j'aurais jamais pu les lancer en France. Rien que mon podcast Noir et Femme, j'aurais pas eu autant d'engouement et même, je pense, autant de soutien à le faire. Et c'est surtout que moi, c'est très clair. Genre, le nom de ma plateforme est très clair, c'est Noir et Femme. Et ce qui fait que aussi c'est très exclusif dans le sens où bah voilà, moi ma niche, ma cible, c'est les femmes noires. Et du coup, je peux me permettre ici de faire des événements ou des choses qui sont dédiées exclusivement aux femmes noires, sans que on vienne me dire mais pourquoi est-ce que c'est pas ouvert à tout le monde, sans que ça fasse nanani, nanana, polémique, oui. Oui. sans que ça fasse polémique. Ici, il y a des programmes d'entrepreneuriat pour les Noirs, en fait. Comme vraiment, ouais, ouais, il y a vraiment des choses qui sont mises en place uniquement pour la communauté noire et parfois par et pour la communauté noire, sans que ça ne pose de problème. Donc c'est toutes ces choses-là. T'as vraiment quand même un niveau de liberté et d'expression qui est assez élevé ici. Et comme je te dis, entreprendre ici, comme c'est très facile. Donc ce qui est cool ici, c'est que si t'as une idée, que t'es pas sûr, que t'as juste envie d'essayer, bah au moins tu peux le faire ici, parce que ça va pas te prendre 15 ans pour monter ton entreprise, ou enfin même que ce soit une entreprise ou pas, hein, mais ça va pas te prendre autant de temps qu'en France, ça va pas être aussi lourd administrativement. Donc tu peux le faire, et tu sais c'est qui tout double. Donc même si ça marche pas, bah t'as aussi cette possibilité de pouvoir travailler jusqu'à ce que ça fonctionne, mais t'as aussi ce truc où bah tu testes, tu vois que ça fonctionne ici, bah après tu peux prendre ton idée et l'exporter ailleurs.
moi aussi, c'est un de mes buts, c'est de vraiment gagner en compétences et en expertise ici, prendre le plus que je peux prendre, mais après, pas rentrer en France, non, mais éventuellement aller en Martinique et voir comment est-ce que les choses qui sont mises en place ici à Montréal ou au Québec, comment est-ce que moi je peux entre guillemets reproduire la même chose mais là-bas en fait et du coup c'est ça que je trouve bien, c'est que tu peux vraiment expérimenter, tu peux vraiment gagner en expertise et après exporter cette expertise peu importe où tu vas, mais justement si tu veux rentrer au pays, là tu vois t'as cette vision et t'as ces compétences pour le faire, donc c'est ça que je trouve vraiment cool ici. D'accord, super. Ok. Donc t'es dans un environnement stimulant et qui te permet d'accomplir tout ce que tu veux sans restriction, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment à tous les points, je trouve, parce que, tu sais, là, je parle d'entrepreneuriat, mais ça peut être aussi, moi, je fais de la danse aussi. Et du coup, d'un point de vue artistique aussi, tu peux développer beaucoup de choses ici, d'un point de vue culturel, artistique, mais aussi d'un point de vue communautaire. Mettre en place des choses, des associations, des initiatives. Enfin, vraiment, c'est sous tous les aspects que tu peux lancer des choses et le faire et y arriver et après voilà, comme une fois que tu testes, une fois que t'as la formule, c'est une formule que tu peux juste prendre et que tu peux reproduire ailleurs, donc c'est ça qui est assez bénéfique en fait. Est-ce que la communauté antillaise est importante au Canada, à Montréal? Elle l'est de plus en plus. Elle est de plus en plus. Écoute, pour la petite anecdote, j'étais dans une soirée antillaise la semaine dernière. Trop bien. Ah ouais, sérieux, trop Et bien. ouais, avec deux DJ de Martinique et tout, donc c'était cool. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même une bonne petite communauté antillaise, donc elle se fait de plus en plus importante, donc c'est cool. Elle est de plus en plus jeune aussi parce que et c'est ça que j'aime bien, c'est que je vois que les jeunes commencent à aller ailleurs qu'en Hexagone pour étudier, et ça c'est génial parce que surtout en plus venir au Canada. En termes de programme, mais aussi en termes de qualité d'enseignement ici, enfin c'est quand même très bon. Donc du coup, je trouve ça vraiment bien que les jeunes, bon, je dis ça comme si j'étais vieille, mais en tout cas les jeunes étudiants, les bacheliers, etc., qui commencent vraiment à se dire ok non, moi je vais pas en Hexagone, je vais en Amérique du Nord, je vais au Canada. Et c'est sûr que Montréal, c'est la ville la moins chère pour étudier en Amérique du Nord, donc ça fait du sens aussi là, mais je trouve ça vraiment bien parce que même en termes d'expérience étudiante, la vie à Montréal pour ça par contre elle est vraiment géniale, donc ouais, moi je trouve ça bien que qu'on ait de plus en plus de jeunes qui viennent à Montréal pour étudier et mais aussi j'ai l'impression que du fait que Montréal bon c'est quand même il fait froid et même en termes d'immigration, c'est un peu plus compliqué que la France aussi. Ça pousse aussi les jeunes à rentrer en fait. Donc d'aller, d'étudier, de rester peut-être un 3-4 ans de plus, histoire d'avoir une expérience professionnelle, une ou deux. Mais après, d'avoir cette volonté de rentrer au pays pour mettre à profit leur expertise. Et donc ça, je trouve ça cool. Tandis que quand on est dans le cheminement des Antilles et de l'Hexagone, en général, c'est on reste dans l'Hexagone et on revient pas en fait. Et je trouve que le Montréal, ça a ce côté où quand même tu te dis non, au bout d'un moment, j'ai envie de retrouver mon soleil. Faut pas déconner là, faut Faut arrêter pas d'abuser. déconner, là, le moins Mais 15, moins ouais, 20, ça va 2 oui, minutes. c'est clair. Et donc, il rentre plus rapidement et ça aussi, c'est cool. Hello, chers auditeurs et auditrices, vous avez fini la partie 1 de l'interview avec Adeline du podcast Noir et Femmes. Je vous invite ainsi à passer à la partie 2.